Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cours de Rust. Dans celle-ci, on va parler d'un nouveau type de données qui est le type slice. C'est un type qui est très lié à la vidéo précédente, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant dans les cours. Ce type slice, comme j'ai dit, c'est très lié aux références, en fait tout simplement parce que c'est une référence, mais une référence qui est un peu particulière, c'est-à-dire que dans la précédente vidéo, on avait vu comment faire une référence vers un type, donc par exemple on avait un type string, on a vu comment faire une référence, hein. Je vous fais un petit rappel ici, donc si par exemple on a une string comme ça, où il y a marqué Hello World, et ben on avait vu qu'on pouvait faire, je vais l'appeler R pour référence, on a vu qu'on pouvait faire un truc de ce genre là, et on avait une référence du coup vers notre string S. Alors à quoi ça servait? On avait vu que ça permettait de ne pas prendre l'ownership de notre variable S, et donc de pouvoir l'utiliser sans avoir besoin de se redonner l'ownership à chaque fois, ce qui était plutôt utile. Et bien aujourd'hui on va voir avec le type slice un cas d'utilisation encore plus poussé et intéressant des références, puisque les slices en Rust sont des références non pas vers une collection entière, mais vers une séquence, une portion d'une collection d'éléments. Vous allez me dire c'est quoi une collection? Par exemple notre string c'est une collection de quoi? De caractères. On a le caractère H, E, L, L, O, etc. qui vont former du coup cette collection de caractères qui est une string. Quand on fait une référence, comme on l'a déjà vu par le passé ici, notre référence, elle fait référence à quoi? Elle fait référence à l'entièreté de notre string. Et ben on va voir qu'avec les slices, on va pouvoir non pas faire référence à l'entièreté de notre string, mais à une portion de celle-ci, c'est-à-dire une partie de celle-ci précisément. Bon, là tout de suite ça paraît pas forcément très utile ou très clair, donc on va prendre un exemple, on va partir d'un problème qui est donné dans le Rustbook, et on va voir comment ce problème on va pouvoir le résoudre en utilisant des slices. On va vouloir coder une fonction qu'on va appeler firstWord, et le principe de cette fonction, ce sera de nous renvoyer le premier mot d'une chaîne de caractères. Voilà. Donc on a une string et on veut le premier mot de cette string, uniquement le premier. Bon bah très bien, ça va être quoi la signature de cette fonction? On a une string en paramètres. Bon, nous on veut pas forcément prendre l'ownership ici puisque ça serait un peu trop chiant. Donc on va juste prendre une référence. Jusque là il n'y a rien de spécial. Bon, et qu'est-ce qu'on renvoie du coup? Ah bah oui, parce que là on peut pas renvoyer une référence, on peut pas renvoyer une référence comme ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu, les références c'est l'entièreté de la string, nous on veut juste le premier mot de cette string. Bon, on a une autre manière de faire qu'on pourrait tenter, on pourrait se dire ok, bah je peux renvoyer l'index du caractère à la fin du premier mot, comme ça je sais que de l'index 0 jusqu'à cet index fin du premier mot, et ben j'ai mon premier mot. Par exemple, si on compte ici, on a l'index 0, 1, 2, 3, 4, donc logiquement, à l'index 4, on est à la fin, à l'index 5, pardon, on a fini notre premier mot. Donc, ça pourrait être intéressant. Un index en Rust, c'est un usize, donc on va utiliser du coup un usize. Et comment est-ce qu'on va coder ça? L'idée, ça va être simple. On va parcourir octet par octet notre chaîne de caractères, ok, puisque chaque caractère qu'on a ici fait un octet de long. On va la parcourir octet par octet, et dès qu'on a un octet dont sa valeur en tant que caractère c'est un espace, donc ici, et ben on renvoie notre position dans la chaîne de caractères. D'accord? Donc si jamais par contre on est face à une chaîne de caractères qui n'a pas d'espace, et ben dans ce cas-là on renvoie toute la chaîne de caractères, parce qu'on considère que s'il n'y a pas d'espace dans notre chaîne de caractères, c'est qu'en fait on a un seul mot dans notre chaîne de caractères. Bon, c'est pas très clair, vous inquiétez pas, on va la coder tout de suite. Donc première chose à faire, on va récupérer nos octets. On va transformer notre chaîne de caractères S en une suite d'octets. Voilà, donc on va faire asBytes. Donc ça, cette fonction ici présente, elle va faire quoi? Elle va prendre notre chaîne de caractères, et au lieu de nous donner des caractères, elle va nous donner des octets, directement des nombres en fait, si vous préférez. Faites pas attention ici au type qui est mis ici, vous le comprendrez normalement à la fin de cette vidéo. Une fois qu'on a du coup nos octets, l'idée ça va être de les parcourir, nos octets. On va les parcourir un à un. Bon, pour ça on va utiliser une syntaxe, on va utiliser quelque chose que vous n'avez pas encore vu, je crois, mais vous allez comprendre. Donc, voilà. Alors là il y a plusieurs choses à dire, donc ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Premièrement,
Ici, on a notre bytes qui du coup contient tous nos octets de notre chaîne de caractères de départ. On utilise la méthode iter. Alors cette méthode iter, elle va faire quoi? Elle va transformer nos octets en un itérateur. On n'a pas encore vu ce que c'était les itérateurs, ne paniquez pas. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Là, on va vraiment se concentrer sur les slices. Mais voilà, retenez juste qu'un itérateur, pour le moment, retenez, c'est juste un type de données qui va renvoyer à chaque fois les éléments de notre collection. Donc là, nos octets, c'est une collection, et ben notre itérateur, il va renvoyer un par un les éléments, donc un par un, c'est-à-dire qu'en fait, il va renvoyer chaque octet étape par étape dans notre boucle for, ce qui va être assez utile. Et le point enumerate ici qu'on fait, en fait il va juste récupérer notre élément, et au lieu de nous renvoyer juste l'élément, comme ça aurait fait avec juste le point iter, et ben en fait il va y renvoyer l'élément et sa position dans notre collection. C'est-à-dire que ça nous renvoie un tuple en fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, pour rappel, quand on a un tuple, on peut le déstructurer comme ceci pour récupérer les valeurs de notre tuple dans deux variables distinctes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Notre enumerate, il nous renvoie à notre position, donc qui est bien notre usize, on voit le type ici. Donc notre position ici, c'est notre index. On le déstructure, c'est-à-dire qu'on récupère notre valeur de notre tuple. La position, on la récupère dans une variable qui s'appelle index, qui va nous servir. Et notre, du coup, item, notre octet, entre guillemets, si vous préférez, je peux le mettre comme ça pour que vous l'ayez, pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Notre byte, du coup, on va le récupérer dans cette variable byte. Oui, c'est parce que je renvoie pas le bon type encore de la fonction, ce qui est normal. Bon. Alors ici, pourquoi est-ce que je mets une référence? Tout simplement parce qu'en fait, notre méthode enumerate, elle renvoie une référence vers notre élément, vers notre octet. Une référence vers notre octet. Nous, on veut pas une référence vers notre octet, on veut notre octet directement. Donc l'idée, c'est que en mettant notre petit esperluette ici, de la même manière qu'on a déconstruit, on a déstructuré notre tuple en mettant les parenthèses ici, afin de pouvoir du coup assigner à deux variables différentes à partir d'un tuple, et ben en mettant le petit esperluette, le petit symbole de référence ici, on va déstructurer, on va déconstruire notre référence, et en fait du coup ça va récupérer uniquement la valeur brute dans notre variable byte. C'est pour ça qu'ici il met bien que le type c'est un U8 et pas un end U8, pas une référence vers un U8. Bon, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on contient dans notre variable index notre index justement de là où on est dans les octets, et on a dans byte du coup notre octet courant, l'octet qu'on est en train de vérifier. Donc l'idée maintenant ça va être de dire si notre byte il est égal au caractère espace. Petit rappel encore une fois ici, le B que je mets devant ici, nos apostrophes c'est pour un caractère, j'ai mis un espace à l'intérieur, le B c'est pour dire transforme-moi ça non pas en caractère mais en octet, c'est-à-dire en U8 en fait, tout simplement. Et ça tombe bien parce que notre byte ici c'est un U8, donc on peut les comparer du coup. Donc si notre octet il est égal à un espace, ça veut dire qu'on a terminé, on a parcouru le premier mot. Dans ce cas-là, on n'a plus qu'à renvoyer la position de cet espace pour être sûr, pour avoir la position du coup de la fin de notre premier mot. Donc là par exemple, si on prend notre hello ici, ça ferait qu'on enverrait la 5e position, et ça tombe bien parce que la 5e position c'est bien effectivement après notre premier mot. C'est juste après notre premier mot. Oui, voilà, il reste un dernier problème. Qu'est-ce qui se passe si notre chaîne de caractères, elle n'a pas d'espace, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul mot dedans? Bon dans ce cas-là, il n'y a pas plus simple, on renvoie juste la taille de notre chaîne de caractères, puisque cette taille, du coup, fait bien référence à notre premier mot en soi. Bon, là vous allez me dire, c'est peut-être un peu compliqué à prendre comme ça d'un coup, mais n'empêche que cette fonction, elle marche. Si vous comprenez pas encore tout sur par exemple asbytes ou les itérateurs, etc., pour l'instant, vous focalisez pas dessus, on aura l'occasion de revenir dessus. Les points que là vraiment vous devez maîtriser, c'est, voilà, vous savez que là je viens de faire une déconstruction d'un tuple, ça on l'a déjà vu, pas de souci, ça vous devez le connaître. Le reste, cette partie-là, si c'est pas encore clair, c'est pas très grave. Ici, pareil, c'est pas très grave, on aura l'occasion d'en reparler. Et cette déconstruction là ici avec l'esperluette, si elle n'est pas claire non plus, vous inquiétez pas, on la reverra aussi. Ceci étant dit, cette fonction qui paraît anodine, elle fonctionne, elle nous renvoie bien l'index de la fin de notre premier mot dans notre chaîne de caractères, mais il y a un très gros problème avec cette fonction. Donc le gros problème ici, si vous ne le voyez pas tout de suite, c'est que l'index qu'on renvoie à la fin de notre fonction, donc le usize qu'on renvoie ici, il n'est absolument pas lié
à notre string. C'est-à-dire que si je fais ça, pardon, first word, et que je lui passe du coup notre référence vers S, alors là il n'y a pas de problème, hein, je récupère bien mon index ici, qui est bien usize, pas de souci. Sauf que maintenant, regardez un peu, vous allez vite comprendre. Je vais rendre ma variable S mutable, ça pose toujours pas de problème jusqu'à présent, mais je vais appeler une fonction qui s'appelle clear, enfin une méthode qui s'appelle clear sur ma variable S. Clear, ce que ça va faire, c'est qu'en fait ça va tout simplement prendre ma chaîne de caractères et supprimer tous les caractères qu'il y a dedans, la remettre à une taille de 0, ok. Ça va, la clear, hein, c'est dans le nom, c'est que ça va tout supprimer de notre chaîne de caractères et la remettre à 0, ok. Mais du coup il y a un problème ici. Le problème étant que mon index, lui, il n'a pas bougé. Donc imaginez une chose, je clear ma chaîne de caractères S avec cette méthode, donc elle est vide, et par la suite j'essaye d'accéder au premier mot de ma chaîne de caractères avec cet index. Ça va créer un problème qui de base ne se détectera pas à la compilation, puisque le compilateur n'a aucun moyen de savoir que notre variable index ici, elle fait référence à notre variable S, il ne peut pas le savoir avec le code qu'on a écrit, donc il ne pourra pas le capter à la compilation. Par contre, du coup, à l'exécution de votre programme, vous allez avoir une erreur, parce que vous allez essayer d'accéder à ça, alors qu'actuellement, la chaîne de caractères, c'est ça. Pardon, oula, faut que j'y arrive. Actuellement, votre chaîne de caractères, c'est ça. On a bien donc une erreur, et qui est plutôt difficile à voir. En plus, si vous avez un gros programme que vous utilisez à plusieurs endroits, etc., vous vous en rendrez pas compte parce que ça va compiler, mais ça fera une erreur et ça fera crash votre programme à un moment. Donc, le truc ici, c'est que vous pourriez vous dire, oui, il suffit de faire attention, de regarder que notre index, il est toujours valide, mais c'est assez compliqué. Déjà, c'est difficile de toujours vérifier que notre index est valide, c'est-à-dire qu'il est toujours cohérent vis-à-vis de la chaîne de caractères qu'on utilise, c'est compliqué à vérifier, et en plus d'être compliqué à vérifier, du coup ça va être sujet à beaucoup d'erreurs, parce que si vous faites pas attention, vous allez utiliser votre index au mauvais endroit, au mauvais moment, ce genre de choses, et ça va créer pas mal de bugs. Et puis là, on a juste cherché le premier mot, mais imaginez qu'on veuille le deuxième mot de notre chaîne de caractères. Ça voudrait dire qu'il nous faudrait l'index de départ, donc l'index du début de notre mot, et l'index de la fin de notre mot. Deux index à récupérer, deux indices de notre chaîne de caractères à garder dans des variables, et il faut vérifier la validité des deux constamment. Ça rajoute encore une couche de difficulté, et c'est pas possible, on peut pas faire comme ça. C'est trop problématique, c'est trop compliqué à gérer, et il y a beaucoup trop de chances que ça passe dans la production de votre programme et que du coup vous ayez une erreur à l'exécution. Bon, je vous rassure, c'est pas la fin du monde, puisque Rust a une solution à ce problème qui est toute simple, c'est justement les slices, en l'occurrence les string slices, puisqu'on va parler des slices du type string, et je vais très simplement juste réécrire ma fonction ici firstWord en utilisant ces string slice, donc qui sont, je le rappelle, des références vers une partie de notre string et non pas vers la string en entière, et on va voir un peu comment ça marche avant de... Ouais, vous savez quoi, avant de réécrire notre fonction, on va juste faire un petit exemple juste pour créer une string slice ici. Donc je vais juste mettre ça en commentaire pour l'instant parce que de toute façon on va pas utiliser. Donc si par exemple je veux créer une string slice, je peux par exemple faire ceci. La syntaxe elle est comment? On n'oublie pas, les string slice ce sont des références vers une string. Donc premièrement on va commencer comme ça. Jusque là vous connaissez, c'est une référence vers une string, tout ce qui est plus banal. La différence elle va arriver où dans la notation? La syntaxe, c'est qu'on va faire ça. Ici ces crochets en fait ils vont nous permettre de spécifier de où à où va notre slice. Et comment on va le préciser? En mettant du coup notre premier index, qui est l'index de départ, deux petits points qui se suivent, et l'index de fin. Par exemple, si on fait ça, et qu'on essaye du coup d'afficher S1, si je me suis pas gouré dans le calcul, on aura en fait notre premier mot qui sera affiché, donc hello. Oula, je suis pas dans le bon truc, pardon. Donc mis à part le fait qu'il y ait des warnings, on a bien notre premier mot qui est affiché. Pourquoi? Parce que je pars de 0, donc d'ici, et je m'arrête au cinquième.
je m'arrête au 5e. Donc de 0 à 5, on arrive bien à notre... On a bien fait, pardon, notre premier mot. Alors pourquoi, vous pourriez me dire pourquoi 5, si on va de 0 à 5, en vérité, si on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, si on commence à 0, vous pourriez compter comme ça, en considérant que lui c'est 0, du coup lui c'est 1, oula. Vous pourriez considérer, pardon, que lui du coup c'est 0, lui c'est 1, lui c'est 2, lui c'est 3, lui c'est 4, lui c'est 5. Alors oui, mais n'oubliez pas que comme on commence à 0, en fait, ici il va pas prendre en compte le 5, il va pas prendre en compte ce caractère-là, il va s'arrêter avant, juste avant. D'accord? Vu qu'on part à 0 en fait. Donc, tout simplement, comme ça, cette syntaxe-là va nous permettre du coup de référencer une partie de notre string. On peut même faire autrement, hein, on peut dire 5 jusqu'à du coup la taille maximale. Alors 5 ça va prendre en compte l'espace, mais c'est pas très grave. Si je me gourre pas, ça prend en compte l'espace, oui. Alors, ça a pris en compte l'espace, mais c'est pas très grave. Hein, j'aurais pu juste faire ça et on aurait du coup notre second mot, hein, c'est tout simplement. C'est ça la syntaxe des string slice et des slice même de manière générale. Bon, avant de parler un peu plus de certaines subtilités de la syntaxe et de recoder notre fonction pour que ce soit un peu... pour que ça utilise du coup les slices, on va voir une petite image pour que ça soit bien clair dans votre tête. Celle-ci, en l'occurrence, voilà. Donc ici on a notre variable s, hein, pas de souci, c'est notre chaîne de caractères qui fait donc hello world, ça on l'avait déjà vu hein, dans les vidéos précédentes. Et là on a notre slice. Alors moi je l'ai pas appelé world, hein, je l'ai appelé s1, mais ça change rien. Donc en fait ce qu'on voit c'est que notre slice, elle ressemble un peu à notre variable s, ok. Elle a un pointeur qui va du coup avoir comme valeur l'adresse en mémoire du caractère. Si vous regardez bien le 6 là, si on reprend mon code, hein, c'est bien le 6 que je précise ici, donc c'est l'index de départ. Et ensuite, là ce qu'il y a un peu plus subtil, c'est que vous voyez qu'ici elle a une taille en fait, length elle a une longueur, plutôt que du coup le pointeur vers la deuxième, enfin l'index de fin de notre slice. En fait ce qu'elle va faire notre slice, c'est qu'elle va stocker à l'intérieur, hein, elle va stocker la taille de notre slice, c'est à dire qu'elle va faire le calcul entre du coup le dernier caractère moins le premier, ok, donc 6 à 10 vous faites le calcul, hein, ça fait 5, et n'oubliez pas, hein, 6 il est compté dedans. Donc du coup si on fait ça, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, donc il va stocker la longueur, et comme ça il sait qu'il doit partir de là, et qu'il doit s'arrêter 5 crans plus loin. Ok, c'est comme ça que la slice elle est stockée en mémoire. Ceci étant dit, on va pouvoir parler de certaines spécificités. Bon, vous avez remarqué en utilisant les slices, j'ai utilisé ce petit opérateur là, ces deux petits points. Ils sont pas anodins et ils vont nous donner deux libertés plutôt intéressantes, trois en vérité, plutôt intéressantes. À savoir que si votre slice elle commence à partir du début de votre collection, à partir du début de votre string ici, vous n'avez même pas besoin de mettre l'index de départ. Donc entre écrire ça comme ceci et du coup enlever le 0, c'est la même chose. En fait, ici quand vous écrivez les deux points et vous n'écrivez pas l'index de départ, c'est la même chose que d'écrire le 0, ça veut dire on commence depuis le début. Et de la même manière que ça marche dans ce sens-là, ça marche dans l'autre sens. Ici, si je fais ça, il comprend tout seul qu'en fait, je veux aller jusqu'à la fin en fait de ma collection, je veux aller jusqu'à la fin de ma string, et donc il va tout simplement s'arrêter à la fin pour moi. Voilà, aussi simple que ça. Et là, du coup, si vous avez l'idée de combiner les deux, hein, c'est-à-dire de ne mettre aucun index ni au départ ni à la fin, vous pouvez, et dans ce cas-là, ça prend en compte toute la chaîne de caractères. C'est une slice qui prend en compte toute la string. Aucun souci. Voilà, c'est des petits raccourcis de syntaxe qui sont non négligeables, hein, ça facilite quand même, ça m'évite de devoir taper le s.len quand je veux aller jusqu'à la fin, ou le 0 qui sert à rien. C'est quand même utile. Bon, il y a un petit truc à savoir ici, depuis tout à l'heure, quand je vous parle des slices là, je suis en train d'assumer que votre chaîne de caractères, enfin on est en train de travailler sur des chaînes de caractères qui ont des caractères ASCII, ce qui est le cas ici. Sauf que vous vous rendez bien compte que votre chaîne de caractères, elle aura peut-être à un moment donné des caractères qui ne sont pas ASCII, donc des caractères UTF-8. Quelle est la différence entre ces deux-là? C'est qu'en fait, les caractères ASCII ils prennent tous un octet de long, donc il risque pas d'y avoir d'erreur au niveau de l'indexage,
à part si vous mettez un index qui est plus grand que votre chaîne de caractères, ou si vous mettez un index qui est négatif, mais bon, ça n'a pas de sens, pour le côté négatif en tout cas. Mais si vous avez des caractères avec des accents, par exemple, si je prends ceci, et ben là, il y a peut-être une erreur dans mon code. Pourquoi? Parce que le problème étant que mon caractère avec un accent, il prend pas qu'un seul octet de long. Donc, je m'explique. Imaginons que moi, je veux récupérer que ça. Ok? Ou même, je veux récupérer que ça. On pourrait se dire, ok, là il y a un octet, là il y a un deuxième octet, donc ça fait 0 et 1. Ok? Donc on pourrait se dire, pour récupérer ça, il suffit de faire ça. Enfin, pour récupérer ça, pardon, il suffit de faire ça. Parce que on part à partir du 2 et on va jusqu'au LL. Sauf que là, le problème, il est... voilà. Déjà, on a quelque chose de complètement incohérent parce que j'ai pas sauvegardé. Qu'est-ce que je suis bête, pardon. Sauf que le problème, c'est qu'ici, en fait, notre E, il prend plusieurs octets de place. Et oui, il prend plusieurs octets. En fait, notre E, ici, il prend... Bon, je sais pas exactement combien, à part, je crois que là, si c'est marqué, donc du coup, il prend 3 octets. Donc le truc, c'est qu'en fait, quand je choisis 2 ici comme index, je suis en plein milieu des octets de mon caractère accentué, de mon caractère UTF-8. Donc forcément, ça va me faire une erreur, parce qu'il peut pas couper la string à cet endroit-là, ça n'a aucun sens, puisque sinon je récupère un octet derrière, à droite, qui est tout seul et qui n'a plus de signification, on perd du sens. Donc faites très attention à ça. Si votre chaîne de caractères contient des caractères qui ont plusieurs octets en taille, hein, comme des caractères accentués ou d'autres langues, le japonais, blablabla, il faut le prendre en compte. Il faut faire attention à bien choisir les bons index qui, du coup, ne soient pas pile au milieu des octets de vos caractères UTF-8. Pour le côté UTF-8 des chaînes de caractères, on aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Il y aura une vidéo entière sur les strings et sur comment est géré l'UTF-8 dans les strings. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est pas quelque chose de très courant dans la plupart des autres langages, cette gestion-là. Hein. Dans la plupart des autres langages, je pense notamment au C, un caractère, voilà, il fait un octet de long et puis basta. Mais en tout cas, tant que vous gérez pas les accents et tout, bref. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ne vous inquiétez pas, juste gardez en tête que si vous avez des caractères qui font plus d'un octet de long, il faut le prendre en compte quand vous faites vos slices. Ceci étant dit, on va pouvoir du coup changer notre variable, notre fonction, pardon, first word. Je vais reprendre le nom word, hein, comme ça c'est fait. Du coup, on va faire ça comme ça. Donc comment est-ce qu'on va la modifier? Eh ben, premièrement, on va changer son type de retour, qui n'est plus un new size, mais une slice. Et ensuite, du coup, on va renvoyer une slice, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, on veut renvoyer de où? On veut renvoyer de 0, hein, puisqu'on part du début, vu que c'est le premier mot. Jusqu'à où? Jusqu'à notre index qu'on a calculé. Donc ça marche. Et ici, du coup, plutôt que de dire qu'on renvoie la length, hein, comme ça, on peut tout simplement mettre ça. Et ceci va fonctionner. Donc on récupère bien notre premier mot, hein. Je peux vous le montrer ici en compilant, si j'ai pas fait d'erreur. Oui bon, elle est mutable pour rien, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai que j'ai laissé l'accent. Mais c'est bien, au moins on voit que ça a marché malgré l'accent, hein, c'est pas un souci. Voilà, donc ça a bien marché, ça va bien nous renvoyer du coup le premier mot de notre chaîne de caractères avec la slice. Quel est l'avantage de ça, de cette méthode-là, d'utiliser les slices? Le gros avantage, c'est que déjà, ce sont des références envers notre string, ce qui veut dire que les règles de borrowing qu'on a vues dans la vidéo précédente sont toujours et sont appliquées en fait. Et ça va permettre de nous protéger sur une utilisation un peu spéciale. Souvenez-vous tout à l'heure, quand on faisait le s.clear, il n'y avait pas de problème avec l'index. Maintenant regardez, si j'essaye de faire le s.clear ici, ok, donc avant de nous servir de notre slice, hein, et ben le compilateur il va pas laisser passer ça. Il va pas laisser passer ça, pourquoi? Parce que notre world, ici, notre variable world, c'est une référence vers notre variable s. Or, notre méthode clear ici, vous le voyez ici, elle prend une référence mutable vers notre variable s. Et vous le savez des règles de borrowing, il ne peut pas y avoir simultanément une référence mutable et une référence immutable. Et là le problème c'est qu'on prend une référence mutable alors que derrière on va utiliser notre référence immutable. Elle est utilisée derrière. Or Rust il laissera pas passer ça.
Donc le gros avantage ici, c'est que en fait, c'est géré à la compilation. C'est pas comme tout à l'heure avec l'index où vous pourriez utiliser votre index un peu plus tard et ne pas savoir si c'est valide ou pas. Là, à la compilation même, votre compilateur il va vous dire là il y a une erreur, il y a un risque d'erreur, il y a un très gros risque d'erreur. Et ça fait que ce genre de choses ne risque pas d'arriver parce que ça va même pas compiler en fait. Vous allez avoir une erreur qui va vous dire attention, référence, blablabla. Bla. Ok. Donc ça c'est le premier gros avantage, c'est que du coup votre référence, votre slice, vous savez qu'elle est valide quand vous l'utilisez parce que de toute manière si elle n'est pas valide, ça compile même pas. Ok. Deuxième avantage, si jamais vous venez à avoir envie de coder par exemple la fonction pour récupérer le second mot, bah en fait la signature de votre fonction elle changera même pas. Vous n'aurez pas besoin de gérer deux index, vous aurez juste à renvoyer une slice qui elle, bien évidemment, hein, à l'intérieur, vous lui passerez deux index, l'index de départ et l'index de fin. D'ailleurs, si vous avez envie de vous exercer un peu, bah essayez de coder du coup cette fonction qui récupérerait le second mot de votre string. Bien, ceci étant dit, il est temps qu'on parle, il est temps qu'on fasse une petite aparté rapide sur un petit truc. Vous vous souvenez de ces slices, enfin de, je l'ai dit sans faire exprès, de ces strings de ce niveau-là, hein, les str comme ça. On en a parlé dans les précédentes vidéos, hein, à chaque fois on a rajouté une couche de compréhension dessus, et ben nouvelle couche aujourd'hui, puisque en fait ce sont des slices, ce sont les strings littérales, c'est-à-dire les littérales comme ça, hein, les NSTR, ce sont des slices de strings en fait, ce sont des strings slices. Et vous pouvez ainsi comprendre mieux pourquoi je disais que ce sont des références vers un point spécifique du binaire, et ben comme une slice, c'est une référence vers un point spécifique de votre chaîne de caractères, et ben les NSTR ce sont des références, les NSTR littérales comme ça, ce sont des références vers une partie spécifique de votre binaire. Voilà pourquoi on dit que ce sont des slices. Et du coup, le gros avantage de ce fait-là, de ce fait d'arme-là, c'est que, et ben en fait cette fonction, on peut encore l'améliorer un peu. En fait, au lieu de prendre un nstring en paramètre, on peut prendre un NSTR. Pourquoi ? Parce que l'avantage, c'est que vu que les NSTR, on a dit que c'était des slices, des strings slice, et ben on pourra quand même lui passer des références vers des strings de type string, mais on pourra aussi utiliser les strings littérales en paramètres. Donc là, par exemple, si je fais ça comme ça, hein, si je fais ça, vous allez voir que les deux sont entièrement fonctionnels. Je peux du coup utiliser firstWord sur ma variable s, ça ne pose pas de problème. J'ai pas besoin de mettre ici l'esperluette puisque bah, c'est déjà une slice, hein, c'est déjà une NSTR, donc il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi du coup l'utiliser sur ma variable hello, très simplement, en faisant ça. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, d'ailleurs oui, ce petit esperluette ici en prenant en référence, c'est un petit raccourci à cette syntaxe-là, hein. Dans ce cas précis, c'est un petit raccourci. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, vous pouvez faire ça, et ça marchera aussi. Donc en faisant ça, je peux me servir à la fois du type string, en lui mettant juste une référence devant, et des strings littérales, si jamais j'en ai dans mon code. Donc ça, c'est une bonne pratique à avoir quand vous avez une référence sur une nstring qui est prise. Préférez le NSTR directement parce que ça rajoute, sans enlever des fonctionnalités ou sans rendre plus compliqué les fonctionnalités, etc., sans rien changer dans le code que vous avez écrit, ça va permettre d'utiliser plus de choses en paramètres, plus de paramètres différents, donc c'est un peu mieux de faire ça. C'est même pas un peu mieux, c'est beaucoup mieux de faire ça. Ok. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous dire un truc. Dans cette vidéo, on a parlé beaucoup des string slices, donc des slices envers le type string, mais c'est pas des seuls slices qui existent, hein. Il y a les slices par exemple sur les arrays, donc les tableaux en Rust. Par exemple, si je fais ça, et ben je peux tout à fait, hein, on peut juste faire une référence vers 1, hein, ça marche aussi. Là c'est une référence, tout ce qu'il y a de plus basique, mais je peux aussi faire du coup juste une slice. Par exemple, je dis que je m'arrête au 2. Bon, alors en l'occurrence, si je m'arrête au 2, je prends tout, je suis pratiquement sûr. Tiens, on va l'afficher, tiens, pour voir. Et vous verrez que du coup, j'ai bien fait une slice. D'ailleurs, vous voyez que le type est légèrement différent puisqu'il s'agit... il n'y a pas marqué le point virgule 3, hein, c'est légèrement différent, donc c'est bien que c'est considéré comme étant différent à manipuler, hein, parce que là c'est juste une référence vers un tableau, alors que là c'est une slice d'un tableau.
Et cette signature de type, d'ailleurs, elle devrait vous rappeler d'autres signatures qu'on a vues un petit peu avant, qui est ici. En fait, les bytes ici, ce sont un slice, une portion de U8 en fait, de notre chaîne de caractères. C'est un slice ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien d'autre. C'est juste que voilà, on a vu les slices de vrai, donc on a tout vu. Je vais pouvoir terminer la vidéo ici. Les concepts d'ownership, borrowing et slice qu'on a vu du coup dans cette vidéo et les 2-3 autres d'avant sont des concepts très importants du langage. Ce sont des concepts qui vous permettent du coup d'assurer la mémoire, la sécurité de la mémoire de vos programmes à la compilation même. Hein. Donc c'est des concepts vraiment clés du langage Rust. Et c'est pour ça que à partir de maintenant, où on les a vus, on les a expliqués, jusqu'à la fin de la série de cours, on va constamment les voir, les travailler et les rencontrer, j'ai envie de dire. Donc c'est très important que vous les compreniez, donc s'il y a des questions vraiment, posez-les. N'hésitez pas à faire des petits codes pour vous exercer. Si des fois il y a des petits problèmes avec les références, c'est normal, il y a un concept clé qu'on n'a pas encore vu dessus, mais n'hésitez vraiment pas à vous exercer dessus, et regardez plusieurs fois s'il le faut, je sais pas, ou prenez même d'autres ressources si jamais, mais il faut vraiment comprendre ces concepts-là, parce qu'ils sont vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir par la suite, notamment à commencer par ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, à savoir les structures en Rust, où là aussi va y avoir le concept d'ownership qui va rentrer en jeu, etc. Ceci étant dit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tout ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et puis, ciao!